Bonsoir tout le monde, on est avec El Padrino, avec le parrain du game, et oui, hein, on fait venir des économistes distingués ici, hein, Philippe Béchat très souvent, et aussi Olivier Delamarche. On s'éclate. Bon, alors il va vous remettre les pendules à l'heure, hein, ça vous pouvez en être absolument sûr. Et il y en a besoin, parce qu'avec ce qui est en train de se passer en Allemagne, c'est la distribution de patates de forain en Union européenne. Même si l'AfD, qui est un parti tout jeune, hein, ça date de 2013, l'AfD, hein, n'a pas pris le pouvoir, les mecs, ils ont doublé leur score. Et puis en face, vous avez tout simplement BlackRock qui vient de gagner avec un type qui dit bah finalement, ça serait pas plus mal d'aller confisquer l'épargne des Européens. Comme quoi, cette petite musique, elle est en train de se répandre aussi bien en France qu'en Allemagne. Je rappelle qu'au moment où on parle, Macron s'est pris une danse par le DAB, le boss Trump, qui l'a pas fait attendre autant que le Polonais. Alors je rappelle, le président de la Pologne, un Duda, c'est 1h45 d'attente pour 11 minutes de rendez-vous. Donc même un livreur Uber, en fait, il est mieux traité. Et là, pour Macron, l'attente n'a pas été la même, mais ça a été tout aussi expéditif. Et d'ailleurs, il a été reçu L Est, hein, donc pas du tout la grande porte pour la Maison Blanche. Il a été reçu comme un domestique et ça montre un peu le rapport de force. Ce qu'était réellement le modèle allemand, de quoi il avait besoin, pourquoi Nord Stream était aussi important et pourquoi ce modèle économique allemand a totalement implosé depuis les 3 dernières années, quoi. Pour plusieurs raisons. D'abord, le modèle économique allemand, c'était tout à l'exportation, pas grand-chose à, en fait en vente intérieure, en vente au détail. Pourquoi? Tout simplement parce que le pays vieillit. C'est un Japon avec 10 ans de retard par rapport au Japon. Ça fait un moment qu'ils sont sur des bases de fécondité entre 1,5 et 1,6. On était même descendu autour de 1,40 à un moment. Donc, un pays qui vieillit avec une démographie qui est vraiment en berne depuis longtemps, depuis au moins 15-20 ans. Hein, donc, ça date pas d'aujourd'hui. Cette démographie a des conséquences. Les conséquences, c'est quoi? C'est tout simplement que je vous rappelle qu'en gros, dans les économies occidentales, vous avez à peu près les 2/3 du PIB qui est dû et uniquement calculé sur la base des dépenses des ménages. Bon, donc il se trouve que quand vous avez plus de 70 ans, vous dépensez moins que quelqu'un qui en a 45, qui est dans la force de l'âge, qui est avec un maximum de salaire, etc. Donc, il se trouve que voilà, le PIB n'était pas centré sur les dépenses intérieures des ménages, mais centré plutôt sur les exportations. Or, les exportations, c'était quoi? Eh bien, en grande partie, les exportations allemandes, c'était l'automobile. Alors après, vous n'allez pas me dire, il n'y a pas que l'automobile. Oui, il n'y a pas que l'automobile, mais il y a aussi tout ce qui entoure l'automobile, c'est-à-dire tous les fournisseurs des constructeurs automobiles. Et donc, vous avez quelque chose qui est un monomodèle, pas du tout diversifié, pas du tout qui résilient, malheureusement... pas du tout résilient, quoi. Pas du tout résilient. Et donc là, vous avez à la fois donc un modèle qui est très industriel. Donc l'industrie a besoin d'énergie et l'énergie principale de l'industrie, c'est quoi? C'est le gaz. Bon. Oui, donc, parce qu'ils ont coupé leur nucléaire. Il faut quand même rappeler ça. Vous n'avez plus de gaz. Vous avez une démographie qui est toujours aussi catastrophique. Vous avez en plus une industrie qui est attaquée par le fait qu'on a interdit, on est les seuls, hein, on est les seuls malades à rentrer dans ce jeu totalement idiot du CO2. Il faut détruire le CO2. On n'en veut plus de CO2, alors que c'est totalement aberrant, débile, ce que vous voulez. Mais donc, on fait des voitures électriques, les voitures électriques qui sont d'ailleurs aussi polluantes qu'une voiture à essence, mais enfin ça c'est pas grave, on peut y revenir. Et il se trouve que donc on détruit le modèle allemand, puisque le modèle allemand c'est la bagnole, et c'est la bagnole avec un moteur à explosion. Donc ça va plus. Et donc résultat, en fait, le fait d'avoir détruit Nord Stream, c'est quoi?
C'est qu'à un moment, les principaux industriels allemands, les grands industriels allemands, ont commencé à ruer dans les brancards. C'était en 2022, ils commencent à ruer dans les brancards dès le départ en disant mais c'est une connerie, vos histoires de sanctions, etc., ça va nous retomber sur la figure, on va plus avoir accès à de l'énergie pas chère, et donc ça va foutre en l'air nos usines. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé à ce moment-là qu'ils ont commencé à faire pression sur le gouvernement allemand, et que là, les Américains ont dit « et ça ne nous plaît pas du tout, cette histoire. Il faut que ça continue. » Et pour que ça continue, qu'est-ce qu'on fait? On coupe le gaz. On coupe l'approvisionnement en gaz. Et à partir de ce moment-là, c'était fini. On n'avait plus de risque que le gouvernement allemand, finalement, commence à flancher, commence à dire « ouais, voilà. » Donc, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, fin de l'histoire. Donc, on est obligé de continuer et donc d'acheter le gaz à qui? Le gaz liquéfié aux États-Unis. Donc, 4 fois plus cher, mais c'est pas grave. Hein. C'est drôle. Et voilà. Et donc, en plus de ça, le modèle allemand commençait déjà aussi à battre de l'aile. Pourquoi? Parce qu'en interne, ils ont des crétins de pastèque, vous savez, les écolos, verts à l'extérieur, rouge à l'intérieur, qui depuis des années leur font fermer leurs usines nucléaires. Donc, résultat, ils payent leur électricité de plus en plus cher. Ils sont obligés de le faire avec du charbon. C'est pas grave, c'est pas polluant le charbon, donc tout va bien. Ouais, on fait un point d'ailleurs parce que il a été montré, tu as vu sur les cartes d'Europe, que la qualité de l'air était abominable sur toute l'Allemagne, d'une façon générale, toute l'Europe centrale. Alors bien sûr, c'est plus loin de la mer, il y a aussi des paramètres météo, mais n'empêche, d'une part, on a vu que les ZFE ont eu aucun impact sur la qualité de l'air à l'échelle macroscopique. Peut-être un tout petit peu dans les rues et encore, ça peut se discuter parce que l'industrie est beaucoup plus polluante. Tout ça, on va en parler aussi. Hein. Tout ça, c'est une énorme blague. Je veux dire, l'histoire du CO2, c'est vraiment, ça sert à transférer de l'argent d'une poche à l'autre. Alors, Elon Musk en a profité, hein, je rappelle quand même. Il a pris des crédits carbone à mort. Mais évidemment. Qu'est-ce qui a fait le résultat de Tesla pendant des années? C'est pas de vendre des voitures. C'était les crédits carbone. C'est de vendre des crédits carbone. Ouais. D'accord? Ce qui est quand même honteux. C'est un modèle qui est d'une bêtise absolue. On te permet de faire un marché de droits à polluer. Ouais, c'est vrai que c'est chaud. Ouais. Et on t'attribue des droits à polluer. Ouais. Parce que, sous prétexte qu'on a décidé que la voiture électrique n'était pas polluante. Mmh. C'est une aberration totale, mais c'est pas grave. On continue, tu vois. Donc, tout ça est une énorme arnaque. Ça permet de taxer les consommateurs, ça permet de taxer certaines sociétés et de transférer de l'argent à d'autres sociétés. Ça ne sert qu'à ça, l'arnaque du CO2. Donc, mais c'est pas grave, ça fait partie des nombreuses arnaques que nous font les politiques. Et pourquoi ils font ces arnaques-là? Tout simplement parce que tu ne penses pas qu'un politique se contente des 7 000 balles par mois qu'il a comme député. Non, c'est quand même beaucoup plus drôle d'aller piquer du pognon un peu partout. Or, c'est une énorme, je te dis, l'Europe par exemple, c'est une énorme blanchisseuse à pognon. Et c'est bien pour ça qu'ils continuent à faire la guerre, parce que la guerre, c'est la meilleure des blanchisseuses. Donc voilà. Et ils continueront jusqu'au bout. Et c'est pour ça que sa panique ferme, c'est que les arnaques risquent d'être découvertes, les circuits de corruption risquent d'être découverts si tout s'arrête. Alors, est-ce que tu veux nous faire un tour d'horizon des conséquences de l'élection aujourd'hui de Merz, monsieur Merz, ancien de BlackRock, ancien d'HSBC en Allemagne, et bien sûr des conséquences que ça peut avoir sur l'épargne des Européens? La première chose, c'est Merz, et j'ai regardé sa fiche Wikipédia, est présenté comme si c'était un chef d'entreprise. C'est pas un chef d'entreprise, c'est un type qui a pantouflé dans des conseils d'administration, dont HSBC, dont
BlackRock Allemagne, dont etc. D'autres, il y avait aussi un des aéroports allemands. Enfin bon, donc euh, c'est un haut fonctionnaire, c'est un type qui a fait un passage dans le privé, mais qui n'était pas évidemment quelqu'un c'était pas un chef d'entreprise, c'était pas quelqu'un qui a entrepris quelque chose. Il a juste été mis comme le sont beaucoup de hauts fonctionnaires, il a juste été mis à des conseils d'administration parce que, évidemment, il a un carnet d'adresses en tant que politique, comme tu peux avoir un Thierry Breton que tu retrouves partout aussi dans des conseils d'administration, mais ça en Alors fait qu'il a tout pas un coulé, ce chef mec. d'entreprise Faut quand non même plus. rappeler, Thierry Breton, il a littéralement tout coulé. Bull, Ah, Atos. il a tout coulé, mais je dirais, ils sont presque là pour ça. C'est pas, et en plus, il se permet de donner des leçons à tout le monde, alors que il n'a jamais été élu et que c'est quelqu'un d'éminemment nocif, hein, qui aurait plus sa place en prison qu'ailleurs. Donc voilà. Bon, mais c'est le même genre, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a toujours échoué politiquement d'ailleurs, parce que Ouais, il a barré jamais été élu. par Merkel, Mhm. et qui là a, je sais plus, 67, 68, et ça y est, enfin, la délivrance, hein. Il arrive à un poste important sur lequel bah, finalement, il va mener la même politique puisque il l'a annoncé. Hein, alors il fait un peu de Bruno Retailleau, c'est-à-dire que il dit zéro immigration, etc. Sauf que ça, c'est ce qu'il raconte. Il va être obligé aujourd'hui de faire une coalition. Dans cette coalition, tu n'auras pas l'AfD. Ouais. En fait, on se retrouve un peu dans la même situation qu'en France. Ouais, C'est-à-dire exactement. que On rappelle tu juste as qu'il veut même pas leur serrer la main. Enfin, pour oui, l'AFD, il c'est veut vraiment même pas. pas leur serrer la main, mais enfin bon, ça, on a vu ça aussi chez nous, hein. Mhm. Alors que le RN est pourtant tout à fait Macron compatible, on l'a vu de nombreuses fois, et donc n'a rien d'un parti extrême, comme l'AfD, c'est pas un Ouais, parti extrême, c'est un parti absolument. souverainiste qui est anti-européen. Alors évidemment, dès que tu dis anti-européen, tu es un fasciste, pour les gauchistes qui ont un intellect assez limité. Hein, donc la seule chose qu'ils sont capables de dire, c'est nazi, fasciste, dès que tu ouvres la bouche et dès que tu n'es pas d'accord avec eux. Donc bah voilà, donc l'AfD en fait n'aura absolument aucun pouvoir. Alors ils sont rentrés évidemment à l'Assemblée allemande, mais ça n'empêche que ils n'auront aucun pouvoir et qu'il va nous faire exactement la même chose que ce que faisait Olaf. Mhm. Hein. Donc le trouble constitué par Olaf, Manu et Kerr va devenir Olaf qui sort et qui est remplacé par Frédéric. Donc voilà, c'est juste ça qui change. En fait, bah, la corruption européenne va pouvoir continuer gentiment son petit train de vie. Il va faire, je te dis, alliance avec le SPD et avec probablement une partie des écolos, si Mhm. bien que ses rêves de peut-être remettre du nucléaire vont s'arrêter au niveau du fantasme. Et puis, ses rêves de réindustrialiser l'Allemagne, moi, je lui demande avec quelle énergie, Ah oui. puisque il est plus que pro-Ukraine, il peut pas supporter Poutine, et malheureusement, il va le Poutine qui, alors depuis le début, je le dis aussi,
Malheureusement, tout le monde se foutait de moi il y a quelques années, mais j'avais dit dès le départ, les Russes gagneront, les Russes gagnent, c'est un fait, c'est comme ça. Alors je sais que ça énerve beaucoup LCI, ça énerve beaucoup les Justement, je te généraux reprends en de vol. pacotille qui défilent sur LCI. Je te reprends en vol parce que pour LCI, ils ont quand même dit il y a 12 heures, je cite, et là c'est gravissime, hein, et c'est là qu'on voit toute l'horreur de l'interdiction de RT, mais aussi de C8, etc. Sur LCI, ils ont dit, je cite, on peut rester optimiste, la guerre peut continuer. Oui, non, Ah, mais, et on n'est non, mais pas comme ils sont salopard incorporated, Ils quoi. sont pathétiques. Ouais. Pourquoi en fait, l'élection de Trump a créé la panique partout? Ben, tout simplement parce que il est en train de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et que je rappelle qu'une guerre, d'abord et avant tout, c'est pour effacer les traces de la corruption. C'est une blanchisseuse, la guerre. Donc, c'est même la meilleure des blanchisseuses qui soit. Et en fait, tout ce petit monde est en train de paniquer parce que, évidemment, euh, tel, tel Nord Stream, le gazoduc du pognon va être coupé. C'est exactement ça. Donc voilà, donc c'est terminé maintenant. Et en fait, ça panique tout le monde. Alors là, tu peux pas compter évidemment sur le nouveau chancelier allemand pour arrêter la guerre. Et évidemment, il faut pas se faire d'illusions. Poutine nous fera payer. Ouais. Et Poutine nous fera payer comment? Alors, pas en débarquant à Paris avec ses chars, il serait bien en peine de le faire d'ailleurs, parce que Mais rappelons-le, Madame tu fais bien de Hidalgo le a mis un rappeler. tel bordel dans Paris que c'est absolument impossible de circuler. Donc, avec des chars en plus, c'est compliqué. Donc, c'est pas ça qu'il faut craindre.